Je passe à travers les textes et articles sur le secteur des crises boursières. Moyen-Âge, les 40 Glorieuses. Portée par une série de progrès agricoles, techniques et culturels religieux, cette période correspond au grand essor de l'Occident, avec en apogée l'édification des grandes cathédrales gothiques. Donc c'est dans Enjeux les Échos 2010. En 1137, cet élan qui depuis des générations, soutenu par le travail paysan, entraînait le progrès de la civilisation tout entière, apparaît à 1000 indices en pleine accélération. Entre 1180 et 1220, il est si vif qu'on peut se demander s'il ne fut jamais autant dans les pays qui forment aujourd'hui la France. Durant ces 40 ans, un tournant se décide. Il ne s'en produira plus d'aussi marqué avant le milieu du XVIIIe siècle. Les Grandes Glorieuses sont les plus importantes et les plus fondatrices pour l'avenir de l'Occident européen. Sur les 1000 ans qui courent de la chute de l'Empire romain à la découverte de l'Amérique, il n'est pas le seul. Jacques Le Goff, autre médiéviste réputé, abonde dans son sens. Il y a eu un beau Moyen-Âge que je considère comme un apogée et qui correspond au grand essor de l'Occident entre le XIe et le XIVe siècle, et en particulier entre 1150 et 1250. Au temps de la construction des grandes cathédrales gothiques, une période qui constituait l'aboutissement d'une série de progrès en économie, en littérature, en religion. Ces deux grands historiens issus de l'école des Annales qui privilégient la durée plutôt que l'événementiel, et avant eux l'américain Charles Homer Haskins, The Renaissance of the 12th Century, ont levé la réputation d'obscurantisme qui pesait sur le Moyen-Âge depuis la Renaissance et que le siècle des Lumières avait renforcé. Cette période de profonde mutation et d'une grande richesse sous le règne des Capétiens Philippe II, dit Philippe Auguste 1165-1223, et Louis IX, dit Saint Louis 1214-1270, d'Henri III d'Angleterre 1207-1272, ou encore d'Alphonse X de Castille, dit le Sage ou le Savant 1221-1284. Après la courte renaissance carolingienne, Charlemagne, et dès la renaissance ottonienne autour de l'an 1000, l'Europe connaît une progression démographique régulière qui va s'accélérer entre 1150 et 1250. La natalité augmente, la famille type compte 5 enfants, la mortalité baisse, la vie s'allonge. Entre le début du XIe et la fin du XIIIe, les historiens estiment que la population du Royaume de France passe de 8 à 16 millions d'habitants, entre 10 et 22 millions pour la France dans ses limites actuelles. Après les ravages de la peste noire et les grandes famines du XIVe, il faudra attendre 4 siècles pour retrouver ce niveau de population. Le cercle vicieux de la croissance. Cet effort démographique est fondamental car un cercle vertueux est enclenché. Plus de bouches à nourrir, c'est aussi plus de consommateurs de demande. Les prix augmentent comme les perspectives de profit. L'investissement est rentable. Les ressorts de la croissance sont en place. La richesse se fonde désormais sur les hommes et leur travail qui devient une valeur reconnue. La forte demande en céréales incite à défricher les forêts, conquérir les marais et les landes, et pour ce faire à développer les techniques. Si la plupart sont déjà connues, souvent depuis l'Antiquité, l'homme médiéval les perfectionne, les adapte à son environnement et à ses besoins. Le passage de l'élevage à l'agriculture s'accélère, la production se diversifie, légumineuses, pois, lentilles, choux, et la culture des céréales riches, blé, panifiable, seigle, s'intensifie. L'instauration de l'assolement triennal et l'utilisation d'engrais améliorant la qualité des récoltes et les rendements à l'hectare. 6 à 8 quintaux, le 10e d'aujourd'hui, parfois jusqu'à 13 les meilleures années. Néanmoins, il n'y a pas de révolution agraire à proprement parler, rappelle Georges Duby, l'agriculture reste extensive. Les techniques se diffusent largement dans un Occident médiéval où innover reste pourtant un quasi-péché susceptible de mettre en péril les équilibres sociaux, économiques et mentaux, comme souligne Jacques Le Goff. En effet, la stabilité et la quiétude sont les vraies valeurs de la société. Malgré cela, les moulins à eau, de plus en plus performants, de plus en plus nombreux, broient farine et plantes tinctoriales, jusqu'au cœur des cités florissantes. Ainsi, au XIe, on comptait 2 moulins dans un quartier de Rouen qui ira jusqu'à en posséder plus de 30 au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Selon les calculs de l'historien Jean Guimbel, l'énergie cumulée produite par les moulins hydrauliques médiévaux équivaut à 1 à 2 tranches nucléaires. L'arbre à cames transforme le mouvement circulaire en mouvement vertical, permettant de fouler la laine et les draps, marteler le fer, pilonner. L'activité industrielle, travail des métaux, des textiles, etc.,
gagne elle aussi en variété et en productivité. De même, la charrue asymétrique à versoir métallique, l'amélioration des colliers et des joues, le recours aux chevaux ferrés comme animaux de trait, aux socs et aux pièces en fer révolutionne le travail agricole. Cette propagation de l'outillage en fer, matériau jusqu'alors réservé aux armes, ouvre un nouveau marché aux forgerons, leur assurant prééminence et fortune. Quant au perfectionnement des armes, machines d'assaut, arbalètes, il suscite celui des défenses. Murailles, fortifications, châteaux. Le marché de la pierre s'emballe, même si le bois reste prépondérant. L'édification d'un château ne prend que quelques mois, explique Georges Duby, mais sa construction coûte cher. Château Gaillard, voulu par Richard Cœur de Lion en Normandie, équivaut à la solde annuelle d'une armée de 7000 fantassins. Le roi Philippe Auguste multiplie les tours, chacune équivaut à la solde de 1000 hommes pendant 2 mois, fait construire l'enceinte de Paris entre 1190 et 1215 et pavé les rues. Un vaste chantier payé par les citadins. En ville, les riches bourgeois, marchands et artisans se font construire eux aussi des demeures en pierre. On compte de plus en plus de cathédrales, symbole de la richesse des villes. Car les historiens en conviennent, le beau Moyen-Âge est essentiellement citadin, rappelle Jacques Le Goff. Les villes sont les premières stimulées par la croissance agricole. Les coûts de transactions largement liés au transport sont plus faibles intramuros. Les affaires et les marchands prospèrent. Les grandes foires régionales s'imposent. Les corporations, guildes, sociétés civiles se développent. La division du travail s'accélère. Émergence de l'économie argent. Le commerce entre cités s'amplifie. Les forêts reculant, les routes sont plus sûres. Les ponts et les chaussées facilitent le transport terrestre des hommes et des marchandises. Sur mer, le gouvernail d'étambeaux à la poupe, la boussole, les cartes côtières puis marines élargissent le champ d'action des marchands en termes de vitesse et de tonnage. Il faudra attendre le 18e et le 20e pour faire mieux. On assiste à une véritable révolution commerciale. L'économie nature recule devant l'économie argent. Les marchands s'imposent, rompant la répartition ancestrale des rôles entre religieux, guerriers et paysans. Cette période d'expansion ne se réduit pas à sa seule dimension économique. D'autres bouleversements sociétaux sont à l'œuvre. Le savoir se démocratise. Nombre d'écoles urbaines sont ouvertes. Certaines accueillent même des filles, note Jacques Le Goff. Les universités, institutions d'enseignement supérieur voient le jour un peu partout en Europe. Bologne 1120, Oxford 1130, Cambridge 1209, la Sorbonne fondée par Robert de Sorbon en 1253. Autre innovation, loin d'être anecdotique, la pratique de la lecture silencieuse. Jusqu'alors, seule la lecture à haute voix était en usage. Dorénavant, plusieurs lecteurs peuvent se regrouper dans un même lieu, comme une bibliothèque dans le respect de chacun. Les œuvres littéraires sont davantage diffusées et la prose s'impose à côté de la poésie. De même, l'Église institutionnalise la confession auriculaire, à l'oreille, intime et non plus publique, à voix haute. Certains y voient les prémices de la psychanalyse, jusqu'aux bonnes manières de table qui commencent à être codifiées. On ne mange pas avec le doigt, on ne s'essuie pas les mains avec ses vêtements. Tout cela concourt à l'émergence de l'individu, dans une société qui lui laisse jusqu'alors que peu de place, une société hiérarchisée par le travail, les relations au-delà de la parenté et du sang, dans laquelle intervient l'intérêt personnel même si la religion chrétienne reste omniprésente. Ce grand essor ne veut pas sans corollaire. La fracture sociale, ou plutôt les fractures. Le fossé entre paysans et bourgeois s'élargit de même qu'entre riches et pauvres dans les villes. Les migrants venus des campagnes, pourtant habitués à des accès périodiques de misère, découvrent l'indigence, la pauvreté permanente. La solidarité d'hier, familiale ou sénoriale, n'opère plus. Grève des travailleurs et révolte des pauvres en ville. Dès 1260, dévaluation et crise monétaire en 1295, puis les ravages des Trois Sœurs, la famine, 1311, la guerre, début de la guerre de Cent Ans, 1337, la peste, 1348. La population est décimée et l'Europe bascule dans une longue période de crise, sinon de régression. Alors 1908, c'était la belle époque, mais nos aïeux qui vivaient en cette année 1908 et ont peut-être parcouru le premier numéro d'une gazette de 4 pages baptisée Les Échos de l'exportation ne le savaient pas encore. Ils allaient s'enfoncer quelques années plus tard dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. Dans son contraste avec un début de siècle optimiste est née l'expression Belle Époque. À notre tour, il est possible que nous entrions bientôt dans un cataclysme climatique qui fera ressembler le début des années 2000 à une ère bénie. 1929. Des photos de la Grande Dépression.
24 octobre 1929, le jeudi noir de Wall Street marqua à la bourse de New York le début de la crise mondiale de 1929. Les premiers signes de malaise étaient apparus dès le 18 octobre, mais le jeudi noir vit le déferlement de la panique. Près de 13 millions de titres furent jetés sur le marché. Après la crise de 1929, les chômeurs attendent des secours devant une maison d'aide sociale à Chinatown. 1929, New York panique à Wall Street. À Wall Street, une foule inquiète est massée au pied de la statue de George Washington. Du 26 octobre au 21 novembre, Wall Street tremble de peur. Depuis la panique du jeudi 24 octobre et les soubresauts qui l'ont suivi, cette capitale de la richesse et de l'orgueil n'est plus ces jours-ci qu'une vallée de larmes. Dans les rues et aux portes des banques, des photographes s'installent pour photographier la débâcle et illustrer la catastrophe. On vient des autres quartiers de la ville regarder les gens se ruiner, comme il y a quelques jours on venait admirer les gens les plus riches du monde. Et si la panique se ralentit un instant, une avalanche de peur, des ordres de vente de l'Amérique entière et de l'univers viennent la relancer. Dans leur bureau, les banquiers suent de fatigue. La dactylographe arrose de larmes sa machine à écrire, car elle vient de perdre en quelques minutes toutes ses économies. Sa prochaine robe, ses vacances et la bouteille de whisky qu'elle voulait acheter le soir pour son bel ami. De mémoire d'homme, on avait connu pareil des blagues. Du 24 octobre au 20 novembre, le prix moyen des actions est tombé de 83 à 64 $. Les millions d'Américains qui depuis un an avaient appris à spéculer sur le cours de New York et s'abandonner aveuglément à la marée montante se laissent aller comme des pierres jusqu'au fond du gouffre, à travers la ville et le pays entier, et progressivement de l'autre côté de l'Atlantique, à Londres, Amsterdam ou Stockholm, la rumeur néfaste se répand. Il ne s'agit plus, comme jadis, d'un coup de bourse aux dépens de quelques centaines d'individus. Tout le peuple s'était mis à spéculer, et tout le peuple en ce moment lit avec fièvre les journaux pour apprendre ce qu'il perd. Depuis quelque temps, tout le monde prédisait un reflux de ce genre, mais personne n'y croyait. Cela est venu comme un raz-de-marée. Ce krach s'explique par le fait qu'un grand nombre d'actions étaient cotées trop haut et que les revenus qu'elles pouvaient donner ne correspondaient plus au capital qu'elles représentaient. L'optimisme de commande qui entretenait dans le public l'impression que le ciel seul pourrait être la limite de la prospérité américaine a cédé la place au plus sombre des pessimismes. La dépression aux États-Unis, les bienfaits de la crise. Alors, soupe populaire pour chômeurs à New York. Du 8 septembre au 23 décembre, Wall Street, naguère la plus bruyante, la plus tumultueuse et la plus confuse des rues du monde, apparaît aujourd'hui paisible et bucolique. Le vieux fou qui jadis prêchait la pauvreté et la chasteté sur un baril a roulé ailleurs son estrade, ne trouvant plus personne à convertir. Wall Street sommeille, assagi, attristé. Depuis un an, la crise n'a cessé d'empirer. Le nombre des sans-travail, de 2 millions à 7 millions selon les statisticiens, est considérable. Dans les rues de New York, on voit d'immenses files de jeunes gens aux portes des soupes populaires, les sans-travail. Après avoir mendié aux portes des stations de métro, vont crier devant le Congrès et empêchent M. Hoover de dormir. Ils sont une obsession, une calamité publique. New York, capitale mondiale du trafic financier, est déprimée. Il y a eu des suicides, plus qu'on ne l'a imprimé, moins qu'on ne l'a murmuré. Avec les banquiers, les commerces de luxe ont été touchés, puis les autres fournisseurs et les employés, et par là presque toute la population. À New York, le grand et seul jeu, c'est de travailler. Quand le jeu s'arrête, la ville perd son sens. Le reste de l'Amérique agit moins, mais vit davantage. La crise n'y change point tout, la misère existe par endroits, mais elle n'est pas un fait général et l'Amérique donne encore l'impression d'une nation opulente. Mais elle s'enfonce dans la dépression. Celle-ci n'est pas le signe de la faillite d'une civilisation, mais celui de la faillite d'une méthode, la banqueroute d'un certain optimisme matérialiste qui proclamait la vertu de toute production quelle qu'elle fût, et de quelque façon qu'elle se manifestât, qui voulait imposer aux hommes le culte de la masse, de la série et l'oubli progressif de la qualité. Réjouissons-nous de la crise et jouissons-en. Ne demandons pas qu'elle finisse trop tôt. Elle enrichit l'intelligence et la sensibilité humaine infiniment plus qu'elle ne le ferait un marché en hausse. 1931. Les difficultés des banques se multiplient. À Paris, une de plus, vient de fermer ses portes. La banque Gay, dont le passif frauduleux s'élève à plus de 15 millions, aurait lésé quelques 500 déposants. Monsieur Gay, interrogé par le juge d'instruction, a dû avouer qu'il avait utilisé pour des opérations personnelles les titres qui lui avaient été confiés en dépôt. Le magistrat l'a inculpé pour abus de confiance et écroué à la santé. De son côté, à Saint-Étienne,
La banque Ramel Tardif et Cie, qui jouissait sur la place d'une excellente réputation que justifiait d'ailleurs son ancienneté et la régularité de ses opérations, vient de suspendre ses paiements. De même, contrairement aux espoirs qui avaient été émis, la banque Louis Gérin de Lyon, qui a dû suspendre ses paiements depuis plusieurs jours, n'a pas rouvert ses guichets. L'émotion s'accroît parmi ses très nombreux déposants. Enfin, il faut signaler ici le suicide dans un immeuble des Champs-Élysées de M. Paul Sen. Ce banquier s'est tué dans un coup de revolver à la suite, semble-t-il, de déboires financiers. Franklin D. Roosevelt. La seule chose que nous aurions à craindre est la crainte elle-même, une date qui restera dans l'histoire comme un jour d'infamie. Après la crise de 1929, Monsieur le Président ouvert, Monsieur le Juge en chef, mes amis, en ces jours de consécration nationale, je suis sûr que suite à mon élection à la présidence, mes compatriotes attendent que je m'adresse à eux avec la sincérité et le jugement que la situation dans laquelle se trouve actuellement notre immense nation impose. Il est avant tout indispensable de parler avec franchise, une franchise totale, sans aucun sous-entendu. Pas question non plus que nous nous dérobions et refusions d'affronter avec honnêteté la situation que connaît notre pays aujourd'hui. Cette grande nation endurera comme elle a déjà enduré nombre de difficultés, et encore une fois encore, elle saura renaître et prospérer. Pour commencer, permettez-moi de vous faire part de l'une de mes plus fermes convictions, à savoir que la seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. Une terreur sans nom, non raisonnée et injustifiée qui paralyse tous les efforts nécessaires pour ne plus reculer, mais avancer. Dans toutes les heures sombres de la vie de notre nation, le fait de diriger en toute franchise et avec vigueur notre pays a permis à nos prédécesseurs de trouver la compréhension et le soutien du peuple lui-même, deux éléments essentiels pour parvenir à la victoire. Je suis convaincu qu'en ces jours critiques, vous soutiendrez une fois encore vos dirigeants. Si vous et moi sommes dans ce même état d'esprit, nous pourrons affronter les difficultés que nous partageons. Ces difficultés, que Dieu en soit remercié, ne concernent que des choses matérielles. Les biens perdent peu à peu de leur valeur, les taxes augmentent et nous avons de plus en plus de mal à les acquitter. Le gouvernement, quel qu'il soit, est confronté à une baisse importante des revenus. Les moyens d'échange sont gelés du fait des cours actuels. Les feuilles flétries de l'industrie gisent de tous côtés. Les fermiers ne trouvent plus de débouchés pour leurs produits. Les économies amassées depuis des années par nombre de familles ont disparu. Plus important, une multitude de chômeurs ont du mal à vivre et un nombre tout aussi important de citoyens travaillant dur sans parvenir à s'en sortir. Seuls quelques rares optimistes inconscients peuvent nier la dure réalité du moment. Cependant, notre désespoir ne résulte pas d'un manque de biens matériels. Nous n'avons pas affronté une invasion de sauterelles. Comparativement aux dangers que nos ancêtres ont surmontés parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient et parce qu'ils n'avaient pas peur, nous n'avons pas à nous plaindre. La nature fait toujours preuve de générosité que les hommes s'efforcent d'exploiter au mieux. Il y a 1000 choses à portée de nos mains, mais nous n'en faisons pas toujours bon usage. Cela vient premièrement du fait que ceux qui gèrent les échanges des biens n'ont pas su, à cause de leur obstination et de leur incompétence, reconnaître leurs échecs et abdiquer. Les pratiques de changeurs d'argent peu scrupuleux sont mises en accusation par l'opinion publique, rejetées par le cœur et l'esprit des hommes. Il est vrai qu'ils ont essayé, mais leurs efforts ont été vains car répondant à une tradition qui n'a plus lieu d'être. Face au manque de liquidité, ils n'ont su que proposer de prêter de l'argent. Ne parvenant pas à attirer les hommes et les femmes, ils ont dû avoir recours à des exhortations, plaidant en pleurant pour que la situation se rétablisse. Ils ne connaissent que les lois d'une génération d'égoïstes. Ils ont des œillères et un peuple avec des œillères périt. Le bonheur ne vient pas de l'argent que l'on possède. Le bonheur vient de la joie de réussir, de l'excitation générée par des efforts qui permettent d'avancer. On ne doit pas oublier la joie et la stimulation morale du travail dans la foule poursuite des bénéfices évanescents. Ces jours sombres nous seront bénéfiques si nous en tirons des leçons et si nous comprenons que notre destinée n'est pas d'attendre d'être secourus, mais de nous secourir nous-mêmes et de secourir nos compatriotes. Cette nation demande de l'action, une action immédiate. La première de toutes les tâches qui nous incombent est de mettre le peuple au travail. Ce n'est pas un problème insoluble si nous y réfléchissons et si nous nous y attaquons avec courage. Cela peut passer par un recrutement direct par le gouvernement lui-même, qui traiterait cette question au même titre que l'imminence d'une guerre. Mais parallèlement à la création d'emplois, nous devons accomplir de grands projets pour stimuler et réorganiser l'utilisation des ressources nationales. Main dans la main, nous devons admettre le déséquilibre entre la population vivant dans les centres industriels et la population rurale, et nous devons engager à l'échelle nationale une redistribution de la terre à ceux qui sont les plus à même d'en faire bon usage.
Cette tâche sera facilitée si nous arrivons à valoriser les produits agricoles et à favoriser la vente de la production des villes. Pour ce faire, il faut empêcher de manière réaliste la tragédie des pertes grandissantes liées à la saisie des petites structures et des fermes. Il faudrait insister pour que les gouvernements fédéraux, nationaux et locaux agissent sur le champ et que les coûts soient réduits de manière significative. Il faudrait que les activités sociales soient unifiées alors qu'aujourd'hui elles sont éparpillées, peu rentables et inégales. Il faudrait que toutes les formes de transport, de communication et des autres services publics soient planifiées et supervisées au niveau national, avec pour objectif de répondre aux besoins de la population. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire quant à la manière d'améliorer la situation, mais rien ne sert de parler, nous devons agir et agir vite. Enfin, favoriser la reprise du travail ne peut passer que par un contrôle strict de toutes les opérations bancaires, crédits et investissements, l'arrêt de la spéculation avec l'argent des autres et la mise à disposition d'une monnaie fiable et saine. Telles sont les grandes lignes de notre plan d'attaque. J'inciterai le nouveau Congrès lors d'une session spécifique à prendre des mesures précisément définies afin d'atteindre nos objectifs et je m'adresserai à plusieurs États afin qu'ils me prêtent main forte. Je suis préparé de par mon devoir constitutionnel à recommander les mesures qu'une nation sinistrée dans un monde sinistré peut requérir, mais dans l'éventualité où le Congrès viendrait à refuser l'une de ces mesures et dans l'éventualité où la nation devrait faire face à l'urgence, je ne me déroberai pas au devoir qui m'incombe. Je demanderai au Congrès de prendre cette mesure afin de gérer la crise et au pouvoir exécutif dans son ensemble de lutter afin de répondre à cet état d'urgence de la même manière que si nous étions envahis par un ennemi étranger. Du fait de la confiance qui m'est accordée, j'agirai avec le courage et la dévotion qui conviennent à la situation. Je ne peux pas faire moins. Nous affronterons les jours difficiles qui sont devant nous avec le juste courage d'une unité nationale, en ayant clairement conscience de devoir chercher des valeurs morales anciennes mais précieuses, avec la satisfaction irréprochable qui découle de la rude performance du devoir, que l'on soit jeune ou vieux, nous aspirons à l'assurance d'une vie nationale équilibrée et durable. Nous ne mettons pas en doute l'avenir de la démocratie fondamentale. Le peuple des États-Unis n'a pas échoué dans l'adversité. Il a exprimé son souhait de voir mener durant ce mandat une action directe et énergique. Il a demandé à avoir des dirigeants disciplinés et directifs. Il a fait de moi un instrument pour réaliser ses souhaits, et j'accepte cela comme un cadeau. Face à cette consécration nationale, nous demandons humblement la bénédiction de Dieu. Puisse-t-il nous protéger individuellement et collectivement? Puisse-t-il me guider au fil des jours à venir? Carrousel autour du dollar. Le président Roosevelt a décidé hier de rétablir l'embargo sur l'or. Dorénavant, l'or américain est bloqué dans les banques fédérales de réserve. C'est une décision grave. Ses conséquences peuvent être illimitées. Jusqu'à la crise bancaire du début de mars, la monnaie américaine était remboursable en or sans aucune restriction. Au mois de mars, la règle de la convertibilité en or était limitée dans son application, mais son principe était maintenu. C'est ce régime qui vient d'être aboli. Entre le dollar et l'or, tous les liens sont coupés. La loi de l'offre et de la demande fixera désormais son cours, mais la spéculation ne manquera pas d'enfoncer le jeu, puisqu'aucun obstacle ne lui est plus opposé. C'est ainsi que la faiblesse du dollar s'est accentuée dès l'instant où l'embargo a été connu. Le dollar est décroché et l'équilibre d'échanges internationaux en est grandement perturbé, et la livre. Le propre des phénomènes monétaires est en effet de se répercuter invinciblement au-delà des frontières à l'intérieur desquelles ils ont pris naissance. Si les devises fortement rattachées à l'or ne peuvent pas être atteintes directement par les vicissitudes du dollar, il n'en va pas de même pour celles qui sont errantes et au premier rang d'entre elles pour la livre anglaise. Ce qui est hors de doute, c'est que la phase décisive est commencée des troubles qui, depuis 3 ans, désorganisent le monde économique. 1987, baisse dramatique à Wall Street. Venant de Wall Street, un vent de folie a soufflé hier sur toutes les places financières. Partout, les cours ont chuté. À New York, la séance a été catastrophique. La baisse a dépassé celle de 1929. Le dollar a baissé et la riposte militaire américaine contre l'Iran n'a pas suffi à redonner vigueur au billet vert. L'or, refuge traditionnel dans les temps incertains, a fait l'objet d'achats spéculatifs. Son prix est monté en flèche. On aura tout vu ce lundi noir à Wall Street. Même un banquier suisse éclatait de rire devant l'écran électronique du désastre et s'exclamait « Enfin, j'ai fini de passer pour un con ». Car il y avait longtemps que le petit monde des petits génies de la finance new-yorkaise mettait en porte-à-faux avec ses super rendements les financiers traditionnels qui refusaient de prendre de trop grands risques sur un marché irrationnel.
Tout a une fin. Ce que savaient les vieux de la vieille, assainissement du marché financier à New York, assainissement forcé aussi de l'économie politique. À Washington, où l'on voulait croire que les causes ne produisent pas leurs effets, les déficits ne s'accumulent pas impunément, les grands argentiers du pays le plus riche du monde n'ont pas de quoi être fiers. Et toute une génération de financiers, la plus jeune, est sanctionnée. Seule la morale est sauve, et avec elle ceux qui acceptent de sourire de leurs pertes, de préférence limitée, comme d'un prix payé pour ce triomphe. Comme après l'orage qui assainit l'atmosphère, c'est la leçon qui semble se dégager de ce côté-ci de l'Atlantique de la perte en quelques heures d'une valeur de 500 milliards de dollars, 22,6% de la capitalisation boursière américaine. Beaucoup de firmes d'investissement prudentes et de grands investisseurs comme le roi de l'immobilier Donald Trump ou le raider Asher Edelman avaient déjà remanié leur portefeuille pour garder au moins la moitié de leur disponibilité en liquide. Ils s'apprêtent à acheter sur le marché qui s'est écroulé. À chaque vendeur correspond un acheteur, et les événements en cours signifient non seulement un abaissement de la richesse globale, mais un changement de main des fortunes. Bourse, le deuxième choc, 27 octobre. Alors que le président Reagan a entamé des discussions avec le Congrès pour parvenir à limiter le déficit budgétaire, la bourse de New York a perdu hier 162 points. Le dollar est en baisse sur tous les marchés. Indiscutablement, le bilan de cette journée est rude pour la place de Paris. Si la première secousse du 19 octobre n'avait pas fait perdre son calme au monde des petits porteurs, celle de ce lundi a fait trembler pour de bon les nouveaux venus à la bourse. Difficile de rassurer dans de telles conditions, tout au plus le ministre de l'économie peut-il miser sur le sang-froid des Français et leur capacité à ne pas se laisser impressionner par la politisation du débat. Quant aux raisons de ces baisses, à répétition. Alors, article de 1988, causes et conséquences du krach boursier, radiographie d'une crise boursière. Des mécanismes psychologiques expliquant l'origine des crises financières et des périodes d'euphorie qui les précèdent. Octobre 1929, octobre 1987. Le mois d'octobre semble bien funeste à Wall Street, puisqu'il enregistre à 60 ans de distance les deux plus violents effondrements boursiers du siècle. Mais la répétition de l'histoire semble s'être limitée au seul domaine des marchés financiers, et épargnant en 1987 le système économique dans son ensemble, ce qui peut notamment s'expliquer par la transformation profonde de l'environnement économique-politique depuis 1929. Par contre, les comportements humains présentent une très grande constance et permettent de construire des modèles économiques applicables à toutes les crises financières. C'est ainsi qu'Iman Minsky, cité par Charles Kindleberger, a construit un modèle de ces crises. Selon ce modèle, le début des crises financières démarre par déplacement. Ce sont des chocs qui peuvent être de nature plus ou moins différente suivant les booms spéculatifs. Ce peut être un événement politique ou économique, tel qu'une déclaration de guerre, la conclusion de la paix, une bonne ou une mauvaise récolte de céréales, une invention déterminante, etc. Mais quel que soit l'événement, il doit être suffisamment important pour modifier les opportunités de profit dans au moins l'un de ces secteurs importants de l'économie. Les agents économiques disposant d'épargne ou de crédit vont se tourner vers ces nouvelles opportunités et abandonner celles qui sont devenues moins intéressantes. Le boom démarre. Si ces nouvelles sources de profit se révèlent plus fructueuses que ce qu'elles remplacent, le boom est alors prêt à démarrer. D'après ce modèle, le boom est nourri par l'expansion des crédits bancaires qui augmente ainsi la masse monétaire en circulation. Le modèle suppose le besoin de spéculer qui se dirige alors vers les biens réels ainsi que vers les biens financiers. Cette demande exerce une pression à la hausse de la production et sur l'offre des biens financiers existants. Logiquement, les prix augmentent, ce qui crée de nouvelles opportunités de profit et attire de nouvelles firmes et de nouveaux investisseurs. Les revenus provenant des nouveaux investissements fournissent alors aux agents économiques de nouveaux moyens financiers qu'ils réinvestissent. La hausse continue des prix pousse à la spéculation sur le gain en capital. Au fur et à mesure de l'augmentation des prix, l'investisseur commence à spéculer également sur le gain en capital qu'il peut réaliser. C'est le stade de l'euphorie comme l'appelle Minsky. Si le processus se poursuit, il débouche très souvent sur l'overtrading. Cette notion implique la pure spéculation fondée sur la hausse des prix, une surestimation des profits espérés. On n'achète plus le bien que pour le revendre très rapidement avec profit. À cause des marges très basses demandées pour acheter à crédit ses biens ou ses avoirs, un effet de levier excessif se produit. De la folie à la chute. Quand les firmes et les ménages voient les autres se livrer à la spéculation et réaliser des profits par des achats et ventes spéculatives, ils tentent à les imiter.
Quand le nombre de firmes et de ménages qui normalement se tiennent à l'égard de telles aventures spéculatives devient très important, on atteint alors le stade de la folie, mania, ou de la bulle, bubble. En termes folie, le terme folie fait référence à l'irrationalité tandis que celui de bulle préfigure l'éclatement du marché. Au cours de cette dernière étape précédant la crise, la spéculation tend à se détacher de plus en plus de la valeur réelle des objets pour s'attacher à des valeurs illusoires. Un groupe toujours plus important de personnes cherche alors à devenir riches sans vraiment comprendre les mécanismes des marchés. C'est sans surprise que des escrocs de tout acabit se mettent à proliférer pour profiter de la situation. Quoique le modèle de Minsky soit limité à un seul pays, le professeur Charles Kindleberger rappelle qu'historiquement, l'overtrading a tendu à se transmettre d'un pays à l'autre. Pourtant, dans un monde idéal, le gain du pays receveur de capitaux devra être compensé par la perte enregistrée dans le pays fournisseur de ces capitaux. Or, dans le monde réel, tandis que le boom spéculatif est stimulé dans le pays bénéficiaire de capitaux, le boom dans le pays expéditeur est également soutenu par le comportement des investisseurs qui se joignent à la course spéculative. En d'autres termes, ajoute M. Kindleberger, la contraction potentielle provenant de la perte dans les réserves monétaires dans le pays fournisseur de capitaux est surcompensée par l'augmentation de l'intérêt spéculatif et d'une hausse de la demande. Pour revenir au modèle de Minsky, tant que le boom continue, les taux d'intérêt, la vitesse de diffusion de la monnaie et les prix continuent d'augmenter. À un moment donné, quelques initiés décident de prendre leurs bénéfices et se mettent alors à vendre. Le krach boursier. Il peut y avoir alors une période qualifiée d'angoisse financière. Les spéculateurs réalisent graduellement ou soudainement que l'on ne peut pas aller plus loin. La course à la liquidité est lancée, entraînant la chute du marché. Les faillites et les liquidations se dégénèrent en panique. La panique se nourrit elle-même jusque soit les prix tombent si bas que le marché est tenté de racheter les valeurs, soit les échanges sont suspendus, soit un prêteur de dernier ressort convainc le marché qu'il interviendra pour injecter la liquidité nécessaire. Et le krach de 1987 s'inscrit dans ces modèles. L'effet économique du krach a été limité, mais d'autres dangers menacent. L'économie ne semble guère avoir été affectée par le krach boursier de 1987, mais les grands déséquilibres commerciaux subsistent et constituent des sources d'inquiétude permanentes. 9 mois après le krach boursier, aucune crise économique ne semble se profiler à l'horizon, tant aux États-Unis qu'en Europe, au Japon. La croissance économique américaine continue d'afficher une plutôt bonne santé, que confirme un sondage réalisé auprès des directeurs d'achat américains pour le mois de juin, tandis que le taux de chômage aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas depuis 8 ans. Les perspectives économiques de l'OCDE sont bonnes et les 7 pays les plus industrialisés du monde occidental ont affiché leur satisfaction sur la situation économique lors du dernier sommet à Toronto. Rien ne vient donc rappeler la Grande Dépression des années 30. Pas de chute de la production industrielle qui recula de 30% en 1933 par rapport à son niveau de 1929. Pas d'armée de chômeurs non plus, ni de cascade de faillites spectaculaires. Cette divergence dans l'évolution de la situation économique par rapport aux années 30 semble confirmer l'adage selon lequel l'histoire ne se répète pas. Cette affirmation se vérifie pleinement si l'on considère l'impact du krach de 29 et celui de 87 sur la consommation. Alors que l'on craignait une contraction des dépenses en octobre dernier, comme en 1929, on a au contraire pu constater le maintien d'une forte consommation, ce qui se traduit notamment par un déficit commercial persistant aux États-Unis. Pourquoi une telle différence de comportement de la part des consommateurs à 60 ans de distance ? Pour répondre à cette question, on peut lire avec intérêt l'analyse sur les conséquences économiques du krach de 29 de John Kenneth Galbraith. La répartition des richesses était très inégale en 1929. La répartition des richesses était beaucoup plus inégale en 1929 qu'aujourd'hui, explique Galbraith. Concentrée en un nombre de mains très restreint, cette concentration de la richesse rendait ainsi l'économie très fragile. Par sa dépendance à haut niveau de consommation de luxe ou à un niveau élevé d'investissement. La disparition de richesses liée au krach mit ainsi un puissant coup de frein à ce type de dépenses. En 1987, la situation se présentait sur un jour très différent, l'économie reposant sur une base beaucoup plus stable, plus large et plus égalitaire, ce qui peut expliquer le faible impact du krach
De plus, comme l'explique le professeur Alexander Svoboda de l'Institut universitaire des hautes études internationales, l'effet de la disparition de richesses n'a pas été très important car les taux d'intérêt ayant été abaissés, il y a eu une compensation partielle par l'appréciation des obligations. Par ailleurs, cette richesse n'était plus effective, ajoute-t-il, puisqu'elle était non réalisée et ne pouvait avoir que peu d'impact sur la consommation. Quelques retouches au tableau. Ce tableau réjouissant demande toutefois que l'on y apporte quelques retouches. Si les conditions qui ont provoqué la crise des années 30 ne semblent pas réunies, d'autres hypothèques grèvent cependant lourdement l'avenir. C'est ainsi que M. Svoboda met en lumière l'influence du crash sur les investissements des entreprises. Elles doivent renoncer au financement avantageux par le biais d'émissions en bourse pour revenir notamment au financement obligataire. D'autre part, l'incertitude générée par le crash paraît inquiétante aux yeux de M. Svoboda par le choc psychologique lié à l'angoisse de perdre ses placements. Cependant, comme l'explique Galbraith, la mauvaise réputation des revenus ne porte pas à elle seule la responsabilité de la crise des années 30. D'autres facteurs y ont joué à l'époque un rôle essentiel, comme la fragilité de nombreuses sociétés financières qui les rendaient très vulnérables à tout retournement conjoncturel ou boursier. De même, le système bancaire a fait preuve en 1929 d'une totale incapacité à faire face à la situation de panique sans pouvoir bénéficier de l'intervention d'un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire de la Banque centrale, tandis qu'au cours de ces terribles journées d'octobre 1987, la Réserve fédérale américaine s'est engagée sans réserve à assumer ce rôle si déterminant dans le sauvetage du système financier américain. De plus, M. Greenspan, le gouvernement de la Fed, relâcha immédiatement sa politique monétaire restrictive en permettant au taux d'intérêt de baisser aux États-Unis. Dans les années 30, souligne Galbraith, le dogmatisme économique des responsables politiques les empêcha de réviser leur politique économique que les événements remettaient pourtant cruellement en cause. Malgré leur échec, ils furent incapables de tenter de trouver de nouvelles solutions aux problèmes de l'heure. La lutte contre l'inflation figurait au premier rang de leurs priorités, alors que l'économie était entrée dans une déflation catastrophique. Dans cette optique, les responsables politiques américains s'attachèrent à la préservation à tout prix d'un budget équilibré, malgré la chute phénoménale de la production industrielle et la foudroyante hausse du chômage. Paradoxalement, le reproche quasi unanime qui a été adressé au président Reagan porte sur le déficit budgétaire américain, une des principales causes du déficit de la balance commerciale des États-Unis, car on peut rappeler que l'effondrement des valeurs en octobre dernier a notamment été provoqué par les résultats mensuels plus que décevants de cette balance commerciale. La réaction des opérateurs boursiers exprime clairement la menace que représente cette accumulation de déficits commerciaux américains pour l'économie mondiale. La baisse de dollar ne suffira pas à réduire le déficit commercial. Selon le professeur Svoboda, la réduction du déséquilibre des échanges extérieurs américains passe obligatoirement par une nette mais graduelle contraction du déficit budgétaire structurel des États-Unis. À son avis, la chute du dollar à elle seule n'est pas à même de résorber le déficit commercial, car comme il l'explique, il n'y a pas de relais automatique entre la dépréciation d'une monnaie et le redressement de sa balance commerciale. Tant que la demande globale aux États-Unis restera très forte, ajoute-t-il, on ne peut pas s'attendre à une amélioration de la balance commerciale américaine, malgré la baisse du dollar. La source du déséquilibre provient donc de cette demande excédentaire. C'est pour amener cette demande globale à un niveau raisonnable qu'il faut réduire le déficit commercial. La contraction de ce déficit devrait ainsi amener la diminution de la demande intérieure aux États-Unis. Cette baisse de la demande qui s'applique tant sur les biens indigènes que sur des biens importés devrait s'accompagner d'une baisse du dollar, conséquence de la réduction de la demande globale. Par ce phénomène, les biens indigènes sont favorisés par rapport aux biens importés. C'est ce que l'on appelle l'expenditure switching, entraînant le rééquilibrage de la balance commerciale. Encore un long chemin à parcourir. Le projet de budget pour 1989, adopté en juin 1988 par le Sénat, répond à cette volonté de réduire le déficit, qui passerait à 135 milliards de dollars. Malgré cette tendance positive, il reste encore un long chemin à parcourir pour éliminer les déséquilibres commerciaux entre les États-Unis et ses partenaires. La Banque mondiale, qui vient de publier son dernier rapport sur le développement, insiste sur les mesures supplémentaires que doivent prendre les États-Unis pour réduire les dépenses publiques, tout en recommandant aux pays à fort excédents commerciaux, comme le Japon et la RFA, d'augmenter leur activité pour compenser la baisse de la demande américaine. La dette des pays en développement. Une autre source d'inquiétude provient de la dette
les pays en voie de développement, véritable bombe à retardement du système financier international, mais de ce côté-là également, l'horizon semble s'éclaircir quelque peu, en particulier par la constitution d'importantes provisions des principales banques créancières. Toutefois, il ne faudrait pas que les pays les plus pauvres soient privés de sources de financement, comme le souligne le rapport de la Banque mondiale, qui affirme que la réduction des transferts nets de ressources des pays les plus pauvres vers les plus riches constitue une des conditions essentielles pour leur développement. À cet environnement déjà très incertain, il ne faut pas oublier de mentionner la tentation protectionniste qui revient régulièrement aux États-Unis pour résoudre drastiquement les problèmes commerciaux américains. Ce dernier péril aurait de terribles conséquences pour les échanges internationaux. Le protectionnisme, qui avait entraîné un recul de 69% du commerce mondial entre avril 29 et février 33, a été l'une des principales causes de la Grande Dépression des années 30. 2005. Alors là, j'ai des articles sur le bulle immobilière aux États-Unis. Betting against the house. The only thing crazier than buying in a bubble. Gambling on when it's going to pop up. They snap up real estate, flip it, then chase the next hot market. They're the new day traders and they're dancing on the edge of a volcano. Qui montre des promoteurs immobiliers. 10 hottest markets. Percentage increase in home price 2002-2004. Las Vegas 67%, Los Angeles 55%, San Diego 50%, Miami 46%. Si j'ai un Follow the money. The view in Surprise, Arizona, outside Phoenix, where developers can't seem to build houses fast enough. Sometimes they're here 6 hours total, says the Phoenix property manager. They look at the prices and say, 250 grand, I'll take 2 of them. Alors là, on a des images d'acheteurs de condos en Floride. Apocalypse Now. Chocolate, Bikini, Real Estate. Welcome to a recent party thrown by Fortune International, a condo developer in Miami. It's like any game, says an investor. It's like the guys who get in early, and in the middle that makes money, it's the guys at the end who are left holding the bag. 2008. C'est un article des Échos. Wall Street ne sera plus jamais la même à l'issue d'une semaine qui a vu l'administration américaine aux antipodes de son laisser-faire habituel, organiser ce qui sera probablement le plus grand sauvetage d'entreprises privées sur fonds publics jamais mené. L'ensemble des mesures récemment annoncées pour stabiliser le système bancaire américain pourrait coûter jusqu'à 1000 milliards de dollars, dont 700 milliards pour le seul plan dévoilé jeudi soir, soit la totalité de la richesse produite en 6 mois par un pays comme la France. Mais confronté à la crise financière la plus grave depuis le crash de 1929, le gouvernement du républicain George W. Bush avait-il le choix ? En milieu de semaine, le système bancaire américain était au bord de l'effondrement. Le sang, l'argent ne circulait plus dans ce grand corps malade. Sa tension, mesurée par les taux d'intérêt à court terme, avait bondi. La morphine injectée en doses massives. Les liquidités des banques centrales ne faisaient plus effet. Il fallait opérer en urgence la tumeur qui le rongeait. Les États-Unis étaient peut-être à quelques jours d'un effondrement complet de leur système financier, résume a posteriori l'influent sénateur démocrate Chris Dodd, président de la commission bancaire au Sénat. Jeudi soir, le secrétaire au Trésor Henry Paulson annonçait les grandes lignes d'un plan inouï consistant pour l'État à racheter aux établissements financiers les actifs à risque qu'ils avaient imprudemment accumulés pendant la dernière bulle immobilière et qui était devenue depuis invendable. En d'autres termes, l'État fédéral va devenir le plus grand fonds d'investissement à risque, hedge funds de la planète, et ce alors même qu'il a coup sur coup placé sous tutelle les organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac et nationalisé l'assureur AIG, 2 événements exceptionnels dans un pays où l'État actionnaire n'existe pas. Bienvenue dans l'Union des républiques socialistes d'Amérique, lance l'économiste Nouriel Roubini, ancien responsable au Trésor sous Bill Clinton. M. Paulson répond qu'il faut en finir avec le coup par coup et s'attaquer aux racines du mal, et d'annoncer qu'il travaillerait tout le week-end avec le Congrès pour élaborer les projets de loi nécessaires. Dimanche 14 septembre, les principaux responsables de l'économie américaine pensaient pourtant encore avoir les choses bien en main. À l'issue de 3 journées de discussions frénétiques, M. Paulson et le président de la Banque centrale Ben Bernanke
reste inflexible et décide qu'il n'y aura pas d'argent public pour aider à une reprise de Lehman Brothers et aux abois après de violentes attaques boursières. La quatrième banque d'affaires de Wall Street, argumente-t-il, ne présente pas de risque systémique. Sa faillite ne devrait pas entraîner une cascade d'autres défaillances dans le système financier international, pense-t-il. Lehman dépose son bilan le lundi. Préférant ne pas connaître le même sort, sa prestigieuse rivale Merrill Lynch convole à la hâte avec Bank of America. Wall Street perd 504 points, moins 4%, enregistrant ses plus grosses pertes quotidiennes depuis les attentats du 11 septembre. L'assureur AIG, l'une des 30 valeurs composant l'indice Dow Jones, plonge lui aussi. Le consortium bancaire qui essayait à la demande pressante des autorités de mettre sur pied un énorme crédit relais pour l'aider à passer un cap difficile, prend peur et jette l'éponge. La réserve fédérale doit opérer un virage à 180 degrés et ouvre une ligne de crédit de 85 milliards de dollars à AIG en échange de 80% de son capital. Explication : sortant de son rôle d'assureur traditionnel, AIG a apporté sa garantie à des centaines de milliards de dollars de produits financiers à la solidité incertaine. Il y a bien là risque systémique, estime la Fed. Mercredi, les investisseurs sont pris de panique. Ils retirent massivement leurs placements pour se porter sur les traditionnelles valeurs refuges. L'or enregistre sa plus forte hausse en dollars jamais vue, plus 90 $, alors que les taux des bons du Trésor américain tombent pratiquement à zéro. La plus ancienne SICAV monétaire du pays, prototype de l'investissement sans risque, doit annoncer que les retraits sont tels qu'elle ne pourra restituer aux investisseurs l'intégralité de leur mise. La tourmente fait rage sur les marchés mondiaux, menaçant d'engloutir d'autres établissements financiers comme Morgan Stanley et WAMU. La banque britannique HBOS doit se jeter dans ses bras de sa rivale Lloyds, TSB, et les deux bourses de Moscou au bord de l'implosion doivent fermer. Après une nouvelle journée noire mercredi, le crash semblait inévitable jeudi à Wall Street avant que n'apparaissent les premières rumeurs d'une intervention massive des pouvoirs publics. La confirmation du plan gouvernemental américain provoque un énorme soulagement sur les marchés internationaux. Des places comme Paris, plus 9%, ou Londres, plus 9%, enregistrent des progressions historiques sur la séance. Mais les querelles politiciennes pourraient-elles encore retarder la mise en œuvre du plan Paulson ? Si le projet ne passe pas, que le ciel nous vienne en aide à tous, s'exclame le ministre, cité mardi par le Wall Street Journal. 2011. Wall Street inoxydable. Depuis 2 siècles, les crises se succèdent à Wall Street, mais le temple de la finance mondiale reste un formidable stimulant pour l'économie. L'incroyable histoire de Wall Street par Jacques Gravereau et Jacques Troman. À la manière de Forrest Gump, le film de Robert Zemeckis qui revisitait l'histoire récente de l'Amérique, ce livre emporte le lecteur dans l'histoire tourbillonnante de Wall Street. 2 siècles d'intrigues, de performances, de crises, de mauvais coups aussi ont forgé la réputation de la place financière de New York. La fondation du mythe. Automne 1907. La bibliothèque de John Pierpont Morgan, alias Jupiter, tient lieu de banque centrale. C'est lui qui, à force de réunions secrètes dans cet endroit, force les grands banquiers de la place à mettre sur la table les fonds nécessaires au sauvetage d'institutions malmenées par le séisme de 1906 en Californie. La saga de Wall Street se vit au fil des pages, ponctuée par le mariage entre Louis Goldman et Samuel Sachs, les rivalités ou encore par l'arrivée des Juifs allemands. J.P. Morgan a longtemps régné sur ce petit monde jusqu'à Peter Hancock dans les années 80, qui a fait de cette banque la référence en matière de swaps, une technique de couverture du risque de change mise au point en 1637. L'extrait. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident qui arbitre les destinées économiques du monde, mais les pays dits émergents. Les pays pétroliers et l'Asie génèrent 1 000 milliards de dollars d'excédents par an, mais pour gérer ces richesses, il leur manque encore l'agilité et la puissance du soft power américain. Wall Street, c'est aussi la spéculation et la sophistication progressive des produits financiers. Entre les mathématiciens de pointe, les virtuoses des équations et les vieux routiers des salles de marché, la période moderne de la place est marquée par l'émergence des hedge funds. Le premier fonds d'investissement à haut rendement voit le jour en 1994 et meurt en 1998. C'est l'époque où déjà la sphère financière prend petit à petit le pas sur l'économie réelle, les subprimes sont en route, les premières alertes commencent à sonner en août 2007. S'il y a une leçon à tirer de la crise de 2008, c'est bien que l'expérience des autres ne porte guère. Alors que Wall Street a été dans les turbulences, les grandes banques sauvées de justesse étaient de nouveau sur pied 6 mois après, bénéfices et bonus à la clé. La Chine, entre-temps, est devenue numéro 2 mondial en affichant une santé économique et financière presque indécente au regard des difficultés du vieux monde.
Mais en même temps, rien ne dit que le centre de gravité du monde financier va sérieusement et durablement s'écarter de Wall Street. 2012. Relire Darwin pour sortir de la crise. Les Échos 2012. Une communauté écologique n'est pas une juxtaposition d'espèces, elle est constituée d'entités dynamiques, et quand une espèce se porte mal, c'est l'ensemble qui se retrouve affecté. Que vient faire la signature d'un paléoanthropologue en ces pages dévolues à l'échange d'opinions sur l'économie? Les lecteurs devraient s'en étonner, à tout le moins. Plus surprenant encore, l'association avec un groupe d'une dizaine de chefs d'entreprise prestigieuses qui m'ont demandé de préfacer leurs réflexions et leurs travaux au sein du collectif, dont le mot d'ordre fondateur est « Ne gâchons pas la crise ». Le spécialiste du passé de l'homme n'était évidemment pas en quête d'entreprise en voie de fossilisation, mais de celle en train d'évoluer et de chercher à s'adapter. En effet, comme nous l'enseigne Darwin, les crises font partie de l'évolution. Si les dinosaures n'avaient pas reçu un gros caillou céleste, leurs descendants les oiseaux n'auraient pas connu le formidable succès qu'on leur connaît. Sans les glaciations, notre évolution aurait été tout autre, donc les crises interviennent et la vraie question devient comment faire partie de ceux qui survivent. Si on s'accroche à l'idée d'une seule évolution possible, on attend que la crise passe et c'est business as usual, ce qui n'a rien de darwinien. Par contre, si on comprend qu'elle participe de l'évolution, même si on s'en passerait bien, on peut en tirer à la fois des leçons et de nouvelles perspectives. Premier principe darwinien, la diversité. En tant qu'expert de l'APM, Association Progrès du Management, j'ai l'habitude de rencontrer des assemblées de dirigeants d'entreprise. Mais là, c'est très nouveau. Les membres du collectif travaillent à produire de la diversité, car ils ont compris son rôle, faire émerger les réponses possibles pour mieux s'adapter au monde de demain. En effet, la matière première de l'adaptation, c'est la variation sur laquelle agit la sélection, et de ce processus sortent les innovations. Le collectif exprime très bien ce qu'est la diversité parmi les employés, les actionnaires, les patrons, et par là brise l'anti-évolutionnisme des catégories comme en matière d'évolution. Darwin s'était débarrassé du concept d'espèce. Deuxième principe darwinien, la coévolution. L'évolution, ce n'est pas la loi du plus fort comme le scandent les anti-darwiniens primaires. Une espèce n'évolue pas seule, mais avec sa communauté écologique selon un tissu d'interaction qui ne se résume ni à un égoïsme forcené ou darwinisme caricatural, ni à un altruisme natif ou rousseauisme niais. Car une communauté écologique n'est pas une juxtaposition d'espèces, chacune dans sa petite niche écologique. Elle est constituée d'entités dynamiques, et quand une espèce se porte mal, c'est l'ensemble qui se retrouve affecté. Le collectif met en œuvre cette règle empirique encore mal comprise de la coévolution. Troisième principe darwinien, l'empreinte sociale. L'évolution des systèmes sociaux répond à un ensemble de contraintes internes et externes, autrement dit l'histoire et les structures d'une entité sociale, en l'occurrence d'une entreprise, d'un côté et l'environnement sociologique et écologique de l'autre. Aujourd'hui, les questions d'innovation, de citoyenneté, d'employabilité, d'environnement, de diversité entrent dans les entreprises par les problématiques du développement durable et de la RSE. L'environnement a une empreinte sur les entreprises et vice-versa dans une interaction dynamique. Dans la diversité de leurs expériences, les membres du collectif évoquent comment les NTIC et les enjeux de société peuvent à la fois contraindre l'organisation des entreprises, du travail et aussi leur apporter des innovations. Quatrième principe darwinien, celui des temps de l'évolution, c'est là qu'une entreprise humaine prend l'avantage sur les autres espèces, aussi intelligentes et sociales soient-elles. Si on a une vision à court terme, on ne peut qu'être réactif, et toute perturbation est une crise. Mais si on adopte une prospective à moyen terme, on peut s'adapter et un changement n'est qu'un incident de parcours. Une contingence, si nous voulons survivre, il faut réinventer des buts et en dégager les moyens. Dernière chose, certainement la plus importante, chez Darwin, aucun caractère, aucune idée n'est bon ou mauvais en soi. Cela dépend du contexte. Mais si on veut évoluer, il faut produire cette diversité, car quand les problèmes d'environnement se pointent, c'est trop tard. Un bel exemple d'une évolution en train de se faire, ce qui me change de mes chers fossiles, pour moi c'est ça l'hominisation. C'est un article de Pascal Pic, paléanthropologue au Collège de France. Dernier livre paru, il était une fois la paléanthropologie, Odile Jacob 2010. Ces plans de sauvetage financier qui ont réussi. Mai 2012, Le Figaro.
En Islande, en Irlande, en Lettonie, les programmes de redressement financier sont un succès. Le secret, une dévaluation de la monnaie et une baisse des salaires pour relancer les exportations. L'Irlande se redresse grâce à un retour à ses fondamentaux économiques, les investissements étrangers et les exportations. Le plan de sauvetage de la Grèce est un échec. Tous les experts internationaux en conviennent. Malgré une aide accumulée de l'Europe et du FMI dépassant 340 milliards d'euros en 3 ans, soit 168% du PIB, la Grèce s'enfonce dans la récession sans aucun relais de croissance en vue pour rembourser son énorme dette. Mais l'échec des plans de sauvetage financiers internationaux, qu'ils fassent appel au FMI ou à la BCE, n'est pas une fatalité. Hors d'Europe, la réussite économique du Mexique ou de la Corée, après une quasi-faillite, n'est plus à démontrer. En Europe, il n'est pas besoin de remonter au plan Marshall, qui avait réussi à redresser l'Europe après la guerre avec une aide équivalente à 2,5% du PIB européen, pour démontrer l'efficacité des programmes de redressement des finances publiques et des balances courantes lorsqu'ils sont correctement appliqués. Le redressement de l'Islande et de la Lettonie, deux petits pays frappés par la crise bancaire dès 2008, témoigne de l'efficacité des cures d'austérité imposées par le FMI pour regagner de la compétitivité et des parts de marché. Si la souveraineté monétaire est la clé du redressement de l'Islande, qui a relancé ses exportations grâce à une dévaluation de 50% de sa devise, la couronne, elle n'explique pas le rebond de la Lettonie, membre de l'UE, dont la monnaie est strictement arrimée à l'euro, ce qui lui interdit toute dévaluation. L'exemple irlandais. Dans ce petit pays balte, c'est la dévaluation par les salaires qui a relancé la machine à exporter. La monnaie commune n'est donc pas un obstacle au redressement financier. La réussite spectaculaire du plan de sauvetage irlandais en est la preuve. Sauvé de la faillite par la zone euro et le FMI, soumis à la même cure d'austérité que la Grèce ou le Portugal, l'Irlande a retrouvé les chemins de la croissance avec une hausse du PIB de 1% en 2011 et de 1,3% en 2012. Après 3 ans dans le rouge, un déficit qui a grimpé à 32% du PIB, un plan d'aide de 85 milliards d'euros, l'Irlande compte revenir sur les marchés début 2013. Coulée par ses banques, l'île se redresse grâce à un retour à ses fondamentaux économiques, les investissements étrangers et les exportations. Les coûts salariaux ont fortement baissé, moins 20% dans le public, moins 25% dans le privé. Le plan de sauvetage n'a pas été populaire, il a demandé d'importants sacrifices aux Irlandais, parfois obligés de s'expatrier pour sauver leur emploi. Aussi douloureux fut-il, le plan de sauvetage a fonctionné, ce qui explique l'avance du oui dans les sondages concernant le référendum sur le pacte budgétaire qui se tiendra jeudi 31 mai. Donc voilà, c'était le secteur des crises boursières en général à travers l'histoire.